Salut les sorciers! Le 12 avril 2023, la société de production Warner Bros. A annoncé le projet de réadapter les romans de J.K. Rowling en série, soit 12 ans après la sortie du dernier film de la saga Harry Potter, produit par le même studio de production. Un an plus tard, en septembre 2024, Warner lance un appel à casting dit inclusif. Nous nous sommes engagés à ce que la distribution des rôles soit inclusive et diversifiée. Pour chaque rôle, veuillez soumettre des artistes qualifiés sans tenir compte de l'origine ethnique, du handicap, de la race, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de tout autre critère protégé par la loi, sauf indication contraire. Un appel à casting qui a déclenché chez certains et certaines une polémique, comme l'a pu prouver nos sections commentaires sur nos publications partageant l'annonce de Warner Bros. Sur les réseaux sociaux. De commentaires ouvertement racistes à ceux de fans inquiets qui ne peuvent tout simplement pas imaginer leur héros préféré ne pas ressembler au casting des films, certaines réactions parfois virulentes sont dures à lire. Mais nous pouvons comprendre combien il est difficile d'envisager des acteurs et actrices drastiquement différents du casting premier des films, considéré par beaucoup comme le casting canonique et originel de Harry Potter. Cette vidéo a pour but de se poser des questions sur l'inclusion autour de la saga Harry Potter sans jugement et en toute bienveillance. Cette démarche n'est pas un manque de respect pour l'œuvre, cependant nous considérons que 30 ans après la publication d'un roman, on puisse le réadapter pour qu'il soit en cohérence avec les combats d'aujourd'hui ou que certains éléments ne soient plus acceptés. En tant que fan de Harry Potter, cela nous semble important afin que cette histoire soit toujours transmise. 3 rédactrices de la Gazette du Sorcier, Marjolaine Pensive et moi-même, Fantine, nous nous sommes penchés sur la question « Faut-il faire un casting inclusif pour Harry Potter et le cas échéant, comment le mettre en place sans trahir l'œuvre originale ?» Entre le début de l'écriture de cette vidéo et sa publication, Warner Bros. A officialisé le casting pour certains personnages dont nous allons parler. Nous avons décidé de tout de même exprimer nos suggestions de casting, même si le choix des acteurs et actrices finales n'a pas été dans ce sens. Premièrement, qu'est-ce qu'un casting inclusif ? C'est un casting qui prend en compte les minorités culturelles et tente de les représenter au mieux à l'écran. Mais qu'est-ce qu'une minorité culturelle ? Nous distinguons 3 sous-catégories. Les minorités nationales, des personnes vivant dans un territoire incorporé dans un autre comme l'Écosse au Royaume-Uni, les minorités ethniques, en général les personnes issues de l'immigration, et les minorités sociales, qui sont des personnes oppressées par un groupe social dominant dans le pays ou la région déterminée. Le genre, la race, la classe sociale, le handicap, l'orientation sexuelle ou romantique sont tous des exemples de minorités sociales. Afin de lutter contre les inégalités, il est important de toutes les traiter ensemble, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Par exemple, en ce qui concerne le problème du patriarcat, il est important de parler des expériences de femmes blanches, mais aussi des femmes noires, des femmes cisgenres et des femmes transgenres venant de tous milieux sociaux. Il n'y a pas de hiérarchisation dans les minorités, aucune de ces femmes ne vit le patriarcat de la même façon. Harry Potter se déroulant au Royaume-Uni, les minorités ethniques dans ce pays font particulièrement parler la toile en ce moment, notamment suite à l'annonce de Papa Essayez-du en tant que rogue. Voici donc en chiffres la population ethnique en Grande-Bretagne en 2021. On recense 59,6 millions d'habitants pour une population à 81% blanche, 9,3% asiatique et 4% noire. 4% pour la population noire, c'est vrai que c'est peu, mais cela représente tout de même 2,38 millions de personnes. Ces chiffres nous font poser la question suivante. Ne devrions-nous pas voir cette diversité à l'école de Poudlard qui réunit tous les enfants de sorciers du Royaume-Uni ? Sans pour autant être complètement réaliste d'un point de vue démographique, nous ne parlons pas de mettre des quotas dans l'acceptation d'élèves à Poudlard. Mais est-ce qu'un pays qui ne tente pas de représenter sa population dans son ensemble au cinéma et dans les médias en général n'en effacerait pas une partie ? Et est-ce parce qu'une personne ne représente pas la majorité qu'elle ne peut pas être le personnage principal ? Sa voix peut-elle être ignorée parce qu'elle ne représente qu'un petit pourcentage de la population ? Revenons en arrière, au début du cinéma. Le cinéma a été créé en 1895 et à l'époque, seule une catégorie de personnes pouvait jouer devant l'écran, les hommes et les femmes blancs. Si l'histoire incluait un personnage noir, en particulier dans le cinéma hollywoodien, les acteurs blancs faisaient l'usage du blackface, à savoir un maquillage pour assombrir leur peau. Comme dans le premier blockbuster américain Naissance d'une nation en 1915 ou le premier film parlant Le chanteur de jazz sorti en 1927.
Il faut attendre les années 20 pour que les acteurs noirs commencent à avoir accès à des rôles devant la caméra qui se réduisent à des seconds rôles de servants ou d'esclaves. Le cinéma n'est pas seulement un art du spectacle ou un simple divertissement. L'industrie cinématographique peut autant être un foyer de création progressiste qu'une machine au service d'une idéologie réactionnaire. Et la réalité, en fonction du contexte politique du moment, se retrouve souvent en tension entre les deux. L'industrie cinématographique est puissante. L'influence des films sur leur audience est considérable. Voici une liste non exhaustive de grands films qui ont permis des prises de conscience sociales et politiques à leur sortie. Ils ont non seulement été de grandes avancées artistiques, mais ont aussi aidé à amener des réflexions et à forger des opinions différentes auprès des spectateurs. Il n'y a pas que les choix de casting qui véhiculent des messages, conscients ou non, mais également les choix de scénario ou de mise en scène. Pour en revenir au blockbuster Naissance d'une nation, qui est une fiction sur la guerre de sécession aux États-Unis, basée sur le livre L'homme de clan de Thomas Dixon, c'est le premier film diffusé à la Maison-Blanche et son message profondément raciste a relancé les activités de l'organisation du Ku Klux Klan, entraînant violence, émeutes et manifestations dans tout le pays. Ce film a été utilisé pour la propagande du KKK jusque dans les années 70, mais a aussi entraîné des mouvements pour libérer la parole noire aux États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40 aux États-Unis, il n'est toujours pas question de subtilité. Les films sont manichéens, les méchants sont cette fois-ci les Allemands. Puis dans les années 70, la guerre du Vietnam amène les cinéastes à questionner ce manichéisme, notamment avec le film Apocalypse Now, tout comme le 11 septembre va profondément marquer l'imagerie des blockbusters du XXIe siècle et les super-héros. Le cinéma hollywoodien est politique. En pleine guerre froide, lors de la chasse aux communistes aux États-Unis, Hollywood est considéré comme un repère de pensée anticonservatrice. Entre 1950 et 1955, le film Le sel de la terre de Herbert Biberman en subit les conséquences. Ce film met en évidence les conditions de travail difficiles des mineurs et de leurs femmes qui veulent également lutter pour leurs droits. La production du film est très compliquée. Pendant 5 ans, les acteurs sont harcelés, le réalisateur se voit interdit de tourner certaines scènes, les laboratoires de développer les négatifs, puis le film sera boycotté en salle. Aujourd'hui toujours, on a des exemples de films qui dénoncent, font réfléchir et cherchent à exercer une influence sur la société. Toutes les étapes de la production ont leur importance. De l'histoire racontée par le scénario, par la mise en scène qui la solidifie, les costumes et les décors qui servent à crédibiliser l'univers du film, ou encore, évidemment, le casting qui porte toute l'histoire. Le collectif 50-50, un collectif qui prône l'égalité, la parité et la diversité dans l'industrie cinématographique, affirme que la représentation cinématographique n'a pas vocation à refléter le réel. Elle le transforme, le transfigure, le réinvente de manière poétique. Cependant, la représentation cinématographique participe à l'élaboration d'imaginaires du monde social et à la mise en circulation de récits. Ces imaginaires et ces récits peuvent parfois risquer d'enfermer certains groupes sociaux dans des assignations, dans des rôles figés, ou à l'inverse, ouvrir l'horizon des possibles et dessiner des voies d'émancipation. De ce fait, si on prend en compte cette influence, il faut forcément en prendre la mesure au moment de la création d'un projet cinématographique. Et Harry Potter fait partie de ces grands succès qui permettent de diffuser des idées et d'influencer en masse. En effet, 12 ans après sa sortie, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 est en 2025 toujours dans le top 50 des plus gros succès au box-office mondial, se situant 20e à l'heure actuelle et après avoir été 3e l'année de sa sortie. Harry Potter et la Coupe de Feu a réalisé rien qu'en France plus de 7 millions d'entrées. La série Harry Potter promet d'être autant un succès mondial que les films et peut devenir un exemple dans l'industrie, en faisant une série qui ne soit pas sur les minorités, mais avec des minorités. Nous reviendrons sur ce point dans la deuxième partie de cette vidéo. Le pouvoir du cinéma inclusif ne réside pas seulement dans sa capacité à divertir, mais aussi dans sa capacité à façonner les perceptions, à remettre en question les normes et à créer un monde plus équitable. À mesure que l'industrie continue d'évoluer, adopter l'inclusivité devient non seulement un choix, mais un impératif moral. Mais alors, comment adapter de manière inclusive une œuvre qui existe déjà ? Pour citer un exemple d'une adaptation faite récemment d'un roman français à succès, prenons le conte de Monte Cristo, écrit par Alexandre Dumas et publié en 1844. On retrouve dans le roman Le mot nègre une romantisation de l'esclavagisme,
une relation amoureuse entre le comte, âgé de 45 ans, et une jeune femme de 20, qui plus est son ancienne esclave que le comte considère comme sa fille, ces éléments ne sonnent pas comme des choses moralement acceptables aujourd'hui, et tout cela a d'ailleurs été modifié ou supprimé de l'adaptation de 2024. Si la production avait décidé de les garder, il aurait peut-être fallu expliciter avec un message d'avertissement avant le film que certains éléments de l'histoire ne conviennent plus aux mœurs actuelles. Que la production ait fait le choix de contourner ou modifier les passages susceptibles de choquer le public moderne n'a pas eu l'air de gêner ceux qui connaissent les livres et a même été approuvé, en témoigne le succès du film. Alors pourquoi ne peut-on pas faire la même chose avec Harry Potter ? Parce que oui, premièrement, depuis la fin de la publication des livres Harry Potter, nos sociétés ont évolué et nous avons été amenés à repenser certaines problématiques traitées dans la saga. Harry Potter fait référence non seulement à la Seconde Guerre mondiale, mais également à des luttes sociales comme le sexisme, le racisme, l'antisémitisme. Ces sujets sont aujourd'hui au cœur des débats publics, à travers notamment le mouvement MeToo ou Black Lives Matter, qui nous amène forcément à penser ces sujets de manière différente, avec parfois plus d'exigence quant à leur traitement. Par bien des aspects, la saga Harry Potter peut souffrir d'un certain décalage entre la manière dont elle les traite et nos attentes actuelles. De plus, même si Warner et HBO peuvent décider de garder le fait que Harry Potter se passe au début des années 2000, on ne peut ignorer ce qui se passe actuellement, ni les arguments et analyses apportés sur ces sujets et mis en parallèle avec la saga. Car si en théorie les livres Harry Potter prônent l'antiracisme et la tolérance, par le biais notamment de la lutte contre les persécutions que peuvent subir les Némoldus, en pratique, ils peuvent véhiculer des clichés, comme la grossophobie avec les Dursley ou le racisme ordinaire avec le personnage de Cho Chang, ce que nous allons voir dans cette seconde partie. Nous avons donc sélectionné quelques personnages de la saga et réfléchi à la manière d'en revisiter l'écriture pour rendre le récit plus inclusif. Nos suggestions sont des théories et ne sont certainement pas gravées dans l'histoire de Poudlard. Hermione Granger est-elle blanche ? Est-elle noire ? Dans les adaptations officielles et ainsi que dans l'esprit des fans, eh bien les deux. Depuis le premier casting londonien de la pièce de théâtre Cursed Child en 2016 et sur les planches aux quatre coins du monde, Hermione a été interprétée par des dizaines d'actrices noires. Une décision de la part des équipes créatives à l'origine de la pièce de théâtre qui a créé des réactions violentes de personnes refusant de voir dans Hermione autre chose qu'une femme blanche. J.K. Rowling a choisi de défendre ce choix comme étant pas du tout à l'encontre du texte. Canon, yeux bruns, cheveux frisés et très intelligente. Une couleur de peau blanche n'a jamais été spécifiée. S'il s'agissait alors avant tout de dénoncer les propos racistes que l'annonce du casting de Noma Dumezweni avait provoqué, on peut légitimement douter que Rowling ait effectivement, dès la création de son personnage, imaginé qu'elle soit autre chose que blanche. La domination culturelle blanche implique la nécessité qu'un personnage soit bien explicitement décrit comme noir pour être perçu comme tel. Bien que nous ne savons pas si, lors du premier casting pour la saga de films, des jeunes filles non blanches aient pu candidater, la seule critique que Rowling ait pu émettre à l'encontre du choix d'Emma Watson était qu'elle était, je cite, un peu trop jolie pour représenter la Hermione qu'elle avait en tête. Néanmoins, officialiser une Hermione noire dans Cursed Child faisait écho à des représentations et réappropriations déjà bien présentes dans le fandom. Car Hermione incarne, de par son expérience de Némoldu et les discriminations et préjugés que cela implique dans la société sorcière, une version dans le monde magique d'une partie du vécu d'enfants racisés. Des fans n'ont ainsi pas attendu le casting de Noma Dumezweni pour représenter dans les fan art une Hermione noire. Il est important de prendre conscience que la couleur de peau d'Hermione ne peut pas être traitée comme quelque chose d'anodin ou d'interchangeable, sans que cela impacte des dimensions importantes du personnage. Une Hermione blanche est une jeune femme intelligente, courageuse, engagée contre les inégalités de la société sorcière, qui se bat pour ses propres droits en tant que Némoldu et pour des causes qui lui semblent justes. Une Hermione noire est également toutes ces choses, mais certains de ces combats prennent une autre dimension. On pense bien sûr à celui contre l'esclavage des elfes de maison. Il y a plus ou moins de couches à la complexité de l'engagement d'Hermione, qu'elle soit blanche ou noire. Son indignation immédiate face à la situation des elfes de maison prend un sens particulier si elle est une femme noire britannique, héritière d'une communauté victime de la traite négrière dans un ancien empire colonial. Toutefois, le comportement d'Hermione dans les livres envers les elfes de maison
témoigne d'une maladresse qui met en lumière une ignorance et une naïveté sur ces questions, qui ne pourra pas être traitée de la même manière dans une adaptation qui ferait le choix de lui donner un héritage noir britannique. Dans une conférence intitulée Hermione Granger and the Relativity of Privilege, Julian Wamble met en lumière que dans le monde magique, comme dans le monde moldu, il y a une hiérarchie des privilèges, que ce n'est pas aussi binaire que d'être ou ne pas être privilégié. Hermione ne fait pas partie du sommet de la hiérarchie des privilégiés que sont les sangs purs, mais elle est en position privilégiée par rapport à d'autres stigmates dans la société sorcière, notamment ceux que vivent tous les êtres magiques, desquels les sorciers se distinguent par le privilège d'avoir une baguette magique. Une Hermione noire garde ce privilège, ainsi que d'autres, comme celui de venir d'une famille aisée. Ses parents, dentistes, ont les ressources pour lui acheter toutes ses fournitures neuves, une position privilégiée par rapport à celle des Weasley, tout sang pur qu'ils soient. Dans cette idée de relativité des privilèges, Julian Wamble pousse à re-questionner un point évoqué tout à l'heure. Peut-on faire un parallèle entre le stigmate d'être né moldu dans le monde magique et celui d'être une personne racisée ? Bien que cela fasse sens par certains aspects, c'est oublier une chose pourtant essentielle. La couleur de peau, c'est visible. Le statut de sang, ça ne l'est pas. L'expérience de la discrimination d'une Hermione blanche ou d'une Hermione noire ne peut donc pas être comprise exactement de la même façon. Même si le précédent créé par l'Enfant Maudit amenait une certaine attente sur le casting d'une jeune fille noire pour incarner Hermione dans la prochaine série, c'est un choix qui devra être assumé avec toutes les conséquences que cela implique dans la construction du personnage d'Hermione et sa manière d'interagir avec le monde, ses inégalités et ses propres privilèges. Comme dit plus tôt, nous avons appris le casting officiel après avoir écrit cette vidéo. Nous savons donc que Arabella Staunton a été choisie pour jouer Hermione. Des photos que nous avons pu voir de la jeune comédienne dans son rôle de Mathilda, dans Mathilda the Musical, elles correspondent parfaitement aux descriptions d'Hermione des livres. Nous verrons bien si la série décide d'ajouter une notion d'héritage supplémentaire. Ce qui est malheureusement certain, c'est que Arabella Staunton est déjà la cible de nombreux commentaires racistes sur les réseaux sociaux, de la part de personnes qui ont décidé de l'identifier comme métisse. Aurait-il été envisageable que Harry Potter lui-même ne soit pas blanc ? On peut trouver en ligne un certain nombre d'articles de blogs et de discussions de fans qui proposent ce headcanon. Harry serait métisse. Tout comme le cas d'Hermione, les descriptions dans le texte de la nature de cheveux de Harry, brun et difficile voire impossible à coiffer, est souvent cité comme un indice soutenant cette représentation. Une nature de cheveux héritée de son père. Certes, Potter est un patronyme qui ne laisse pas présager une origine autre que britannique. Mais imaginez qu'une partie de la famille du père de Harry soit d'ascendance afro-britannique ou même indienne peut permettre d'intégrer de nouvelles dimensions à ce que vit Harry et la manière dont il est perçu. Certains préjugés de l'oncle Vernon vis-à-vis de James deviennent alors teintés d'autre chose lorsqu'il dit dans le chapitre 3 du premier tome « Oh, these people's mind work in a strange way, Petunia. They're not like you and me. » Ce qui éloigne Harry des Dursley devient ainsi également physique, en plus de la magie. Puis elle a connu ce Potter, et tu es arrivé. Je savais que tu serais comme eux, tout aussi bizarre, tout aussi anormal. Mais rajouter une couche de racisme à un personnage déjà détestable ne serait pas le seul ajout qu'un Harry non blanc pourrait amener. Face au miroir du Riséd, Harry voit pour la première fois les visages de toute son ascendance magique, ses ancêtres Potter dont il a hérité les traits, et donc, dans cette version, la couleur de peau, ajoutant une dimension supplémentaire au nouveau sentiment d'appartenance qui le submerge et lui manquait tellement. Et puisqu'on parle d'héritage paternel, bien que James soit un personnage parfois ambivalent, cela reste une figure positive et une grande source de fierté pour Harry au fil des livres, à qui on répète tellement de fois qu'il est le portrait craché de son père. Avec une peau non blanche, ses yeux verts hérités de sa mère n'en deviennent également que plus marquants. Dans une histoire de parcours initiatique, de quête d'identité pavée de doutes pour Harry, envisager un héritage métissé aurait pu souligner et approfondir des thématiques déjà présentes dans le texte. Depuis l'écriture de cette vidéo, nous avons appris le casting du jeune Dominic McLaughlin pour le rôle de Harry. Pas de Harry métis à l'écran dans cette adaptation donc, mais cette interprétation continuera sûrement de vivre dans les fan art et fanfictions. J'ai toujours vu Dumbledore comme étant gay. Par ces mots, J.K. Rowling assigne une orientation sexuelle au personnage de Dumbledore en 2007, lors d'un temps d'échange avec le public dans le cadre de la sortie du dernier tome de la saga. Une information absente du texte en lui-même, bien qu'elle ait été dans l'esprit de l'autrice.
Lors de l'écriture du scénario de Harry Potter et le prince de sang mêlé, Rowling intervient d'ailleurs pour demander à Clovis de retirer l'évocation, dans une ligne de dialogue de Dumbledore, ses souvenirs d'une relation avec une femme. Une anecdote qui souligne également que le réflexe lors de l'adaptation d'un personnage dont la sexualité n'est jamais évoquée, de supposer qu'il est hétérosexuel par défaut. Avec le retour à l'écran de Dumbledore dans la saga Les Animaux Fantastiques, et notamment l'exploration de sa relation avec Grindelwald, s'est présentée l'opportunité d'expliciter à l'écran cette dimension du personnage d'Albus, puisque c'est justement l'attirance et les sentiments de ce dernier pour Grindelwald que J.K. Rowling a déclaré avoir en tête au moment de l'écriture du tome 7, sans l'expliciter dans le texte. Si les crimes de Grindelwald restent en partie ambigus dans son imagerie et ses dialogues, les secrets de Dumbledore amènent enfin Albus à exprimer, sans métaphore ni euphémisme, ses sentiments amoureux envers Gellert. Je t'ai suivi parce que j'étais amoureux de toi. À l'aube d'une réadaptation de la saga livresque, on peut tout de même se poser la question. Si l'objectif est de réaliser une adaptation fidèle, est-ce que l'orientation sexuelle de Dumbledore a sa place? Et si oui, de quelle manière la représenter? J.K. Rowling a fait de Dumbledore une figure solitaire, à l'histoire personnelle tragique, et qui, du moins dans l'état actuel des canons livresques et cinématographiques, n'a pas eu de partenaire intime après Grindelwald. Il semble donc difficile, voire étrange, d'inventer un partenaire à Dumbledore qui permettrait d'expliciter à l'écran son attirance pour les hommes. Comment représenter alors le fait que Dumbledore soit gay? Par une simple évocation hors contexte? L'imagerie liée à Dumbledore dans les livres peut être queer-coded, c'est-à-dire intégrant des sous-textes associés à la sous-culture queer en général ou gay en particulier, ou évoquant des stéréotypes qui y sont associés. Dumbledore est flamboyant dans sa garde-robe, high-heeled, buckled boots, et son caractère malicieux pourrait être réinterprété dans le jeu d'acteur de manière à évoquer la provocation des stéréotypes de genre qui peuvent être associés à une imagerie queer. Du clin d'œil à la caricature, la frontière tient dans le dosage et la qualité d'écriture. Dumbledore est un personnage complexe, tant dans son rapport aux autres qu'à lui-même, et à sa moralité. Le choix et la manière d'intégrer dans cette complexité une représentation de son homosexualité ne peut pas être anecdotique, mais peut être faite de nombreuses façons en fonction des choix d'écriture et de son interprétation. La représentation du personnage de Cho Chang, aussi bien dans les livres que dans les films, a été maintes fois critiquée au fil des années. Certains aspects de sa personnalité et le flou entretenu autour de ses origines ont été beaucoup pointés du doigt, et à raison. L'invisibilisation de la diversité culturelle du continent asiatique au profit d'une vision occidentaux-centrée est une forme de racisme répandue et largement banalisée. You got some balls for a Chinaman. I'm Korean. Whatever. Damn near killed a Chinese kid. He's Korean. Whatever. Cataloguer un personnage uniquement comme asiatique, sans aller plus loin en mentionnant sa nationalité, son apparence à une culture ou à un pays plus spécifique, est l'un des écueils que l'on retrouve fréquemment à l'écran ou ailleurs. Et c'est précisément ce qui se passe avec le personnage de Cho Chang. Ses longs cheveux noirs, ses yeux marrons et son nom sont des indices suffisants, d'après l'autrice, pour faire comprendre qu'il s'agit là d'un personnage aux origines asiatiques, sans jamais préciser de quel pays elle est issue. Son appartenance à une communauté culturelle est effacée. Son nom témoigne déjà de cette vision globalisée et limitée du continent asiatique. Cho est un prénom plutôt japonais, tandis que Chang serait un nom de famille traditionnellement chinois. La richesse culturelle d'un continent entier est oubliée au profit du choix d'un nom à consonance asiatique facilement reconnaissable par un public occidental pour ses sonorités stéréotypées. Entre la publication des romans et le tournage de la série, un événement historique a mis en lumière le racisme anti-asiatique, l'épidémie du Covid. Le coronavirus a engendré une explosion de racisme envers les personnes asiatiques ou perçues asiatiques. D'après The National Geographic, au Royaume-Uni, les crimes de haine anti-asiatique auraient augmenté de 300%. Depuis, de nombreuses études sur le racisme anti-asiatique, jusque-là restées sous silence, ont été conduites. Ces études nous éclairent sur la caractérisation du personnage de Cho Chang, qui s'inscrit dans une vision occidentale imprégnée de racisme des personnes asiatiques.
Cho Chang est calme, timide, érudite et travailleuse, stéréotype volontiers attribué aux personnes asiatiques, en particulier aux femmes d'après l'étude React Asie. Loin d'être anodin, ces clichés parfois décrits comme positifs renforcent en réalité les dynamiques d'oppression raciale qui ne cessent de peser sur les personnes non blanches. Les personnes d'origine asiatique sont victimes du mythe de la minorité modèle. On attend de ces personnes qu'elles soient travailleuses, discrètes, douces et dociles. Ces stéréotypes énoncés, dits positifs, s'appliquent pour le personnage de Cho qui ne connaît pas d'autres traits de personnalité en dehors de ceux-ci. Dans les films, Cho est introduite comme le premier amour de Harry, disparaît pratiquement dès lors que leur relation se termine et ne revient après la découverte de sa trahison que dans le dernier film pour donner une information au sujet du diadème de Rowena Serdaigle. Il est perdu depuis des siècles. Aucune personne vivante aujourd'hui ne l'a vu. Le rôle de Cho dans les films s'arrête là. Son parcours aurait pu être l'occasion de parler de dépression chez l'adolescent, ou du moins de santé mentale, en développant ce que nous savons déjà. Elle est affligée par la mort de Cédric, sa mère travaille au ministère et est menacée d'être renvoyée lors du règne de Ombrage à Poudlard. Cho subit constamment la pression de celle-ci et elle culpabilise d'être avec Harry. Dans les films, Hermione mentionne rapidement que ce qu'elle vit est difficile, mais l'histoire n'amène pas à prendre Cho en empathie. La scène se termine par le fou rire du trio face à la limite émotionnelle de Ron. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. En revanche, dans les livres, où on s'attarde un peu plus sur les conseils que donne Hermione à Harry pour aider Cho à aller mieux, conseils qu'il ne réussira pas à appliquer. À l'heure actuelle, conserver le personnage de Cho tel qu'il est décrit dans les livres serait à l'encontre des combats antiracistes asiatiques. Le format série pourrait permettre de prendre le temps de développer les personnages secondaires et serait l'opportunité de davantage caractériser Cho. La question n'est pas d'en faire un personnage principal, mais au moins d'atténuer l'invisibilisation des différentes cultures asiatiques à travers la représentation de ce personnage. En rendant sa caractérisation plus riche, non seulement au niveau de son origine, mais également de ce qui fait sa personnalité en dehors des clichés. Son courage ou sa passion et talent pour le Quidditch par exemple. Même un personnage secondaire peut être bien écrit et la saga Harry Potter ne manque pas d'exemples à ce sujet. Comme pour Cho Chang, la nationalité des jumelles Parvati et Padma Patil n'est pas explicitée, mais leurs noms et prénoms sont clairement d'origine indienne. C'est probablement à partir de ça que la production a décidé de caster des comédiennes originaires d'Asie du Sud-Est à partir du 3e opus, puis une seconde fois pour le 4e. Un casting inclusif, certes, mais qui n'a pas suffi pour faire des représentations correctes et réellement inspirantes de la diversité culturelle à Poudlard. C'est dans le 4e opus que les sœurs Patil prennent quelque peu d'importance, en se rendant au bal de Noël avec Ron et Harry. Les tenues de fête qu'elles portent lors de l'événement démontrent assez clairement la simplification d'un regard occidental sur la culture indienne. En effet, dans les livres, les tenues que portent les jumelles au bal sont sobrement décrites. Une robe rose vif pour l'une, turquoise éclatante pour l'autre, et des accessoires qui sont décrits comme une longue tresse noire tressée d'or et des bracelets en or scintillant aux poignets. Alors que les tenues de cérémonie indiennes sont habituellement beaucoup plus raffinées et détaillées, et avec des couleurs moins criardes, les films ont choisi de leur attribuer ce qui pourrait s'apparenter à des lehengas, une tenue portée par les femmes dans le sous-continent indien. Alors oui, une tenue reprenant la richesse impressionnante des lehengas authentiques aurait été spectaculaire, au point peut-être d'éclipser Hermione, et c'est peut-être ce qu'a voulu éviter la chef costumière afin qu'Hermione reste le centre de l'attention à l'écran. Mais on aurait pu imaginer donner aux jumelles des tenues plus discrètes que celles d'Hermione, mais qui restent plus fidèles au code culturel indien. Pour la série, on espère que l'équipe en charge des costumes aura une approche plus sensible des références culturelles des personnages qui ont des origines autres que britanniques. Et d'ailleurs, ça n'empêche en rien les costumes d'être magiques. Les films l'ont très bien fait pour les costumes des personnages explicitement britanniques, qui empruntent et détournent habilement les codes culturels occidentaux. D'ailleurs, dans cette même scène, Cho Chang porte une version magique et moderne du Cheongsam, un modèle de robe traditionnelle chinoise. Pour en revenir aux sœurs Patil, en dehors de leur tenue de bal, il n'y a aucun élément qui nous aiguille sur leurs origines. On n'entend pas Parvati parler de sa famille, par exemple, ou du quotidien qu'elle vit en tant que personne racisée au Royaume-Uni. L'occasion ne s'est pas beaucoup présentée en réalité parce que les sœurs Patil ne sont mentionnées que peu de fois dans l'œuvre originale.
Leur caractérisation n'est pas très approfondie et le récit est assez propice à l'invisibilisation des personnages racisés. Comme pour le personnage de Cho, on espère que la série prendra le temps de développer et d'étoffer un petit peu leur caractérisation dans des scènes de quotidien à Poudlard par exemple. Dans les livres, on sait que Parvati a une passion pour la divination, qu'elle s'entend bien avec le professeur Trelawney, qu'elle est très proche de Lavande. Des éléments qui sont absents des films et qui pourraient permettre de développer son personnage dans la série, tout en intégrant naturellement, pourquoi pas, des codes liés à la culture indienne dans le quotidien des sœurs. La grossophobie, elle est assez présente dans la saga Harry Potter, et plus spécifiquement dans les livres où elle est beaucoup soulignée. Les personnages, décrits comme gros dans les romans et représentés tels que dans les films, souffrent presque tous d'une caractérisation réductrice et stéréotypée. Elle peut être basée sur des stéréotypes perçus comme négatifs. Dudley, Ombrage, Crabbe, Goyle, Slughorn sont tous décrits comme des personnages gros, auxquels sont associés des traits de caractère peu valorisants tels que la cruauté, la gourmandise abétissante, la corruptibilité, la violence, etc. Le sortilège d'Oloris devrait vous délier la langue. Mais également sur des stéréotypes perçus comme positifs. On pense à la bonhomie de Molly Weasley ou Hagrid par exemple. Oh bien sûr, tu n'y es pour rien, Harry chéri. Or, les stéréotypes, ils ne sont pas délétères que lorsqu'ils concernent des personnages négatifs. Quels qu'ils soient, ils enferment, ils font le terreau des mécaniques d'oppression. Et d'ailleurs, il a souvent été reproché à J.K. Rowling de se servir de manière excessive du physique pour caractériser ses personnages, en se basant exclusivement sur des stéréotypes, puisque c'est ce qu'implique bien souvent une caractérisation par le physique. Dudley Dursley est probablement le personnage pour lequel cette grossophobie est la plus appuyée. Son apparence physique est maintes fois utilisée comme un prétexte pour signifier aux lecteurs et aux lectrices qu'il s'agit là d'un personnage ridicule, pathétique et détestable, alors que le comportement de Dudley à lui seul aurait sans doute bien suffi à faire de lui un antagoniste de Harry. En 2019, le terme grossophobie entre dans le dictionnaire Larousse. Attitude hostile, moqueuse et ou méprisante, voire discriminatoire envers les personnes obèses ou en surpoids. Les nombreuses comparaisons de Dudley à un porc et le sort lancé par Hagrid dans le premier tome font parfaitement écho à cette définition et aux nombreux témoignages de personnes victimes de grossophobie. Le personnage de Dudley entretient la déshumanisation des personnes perçues comme grosses. Et ce qui est particulièrement notable, c'est que cette description n'est pas seulement présente la première fois que l'autrice introduit le personnage, mais qu'elle revient presque systématiquement lorsqu'il s'agit de nous présenter Dudley comme un enfant pourri gâté et détestable qui harcèle son cousin maigrichon. Les deux adjectifs principaux décrivant Dudley sont gros et méchant, et ils sont presque tout le temps accolés ensemble, faisant d'eux des éléments indissociables l'un de l'autre à la lecture. Il semble alors que le fait que Dudley est gros soit un élément indispensable à son antagonisation. Et la façon parfois cruelle et humiliante de décrire le physique de Dudley semble légitimée par son caractère de méchant et ses actes condamnables. Alors, le problème de Dudley, ce n'est pas qu'il est gros. Être gros n'a jamais été et ne sera jamais un problème. Le problème, c'est que son poids est présenté comme intrinsèquement lié au fait qu'il est mauvais. Les descriptions physiques sont utilisées pour l'humilier et le rendre détestable, comme s'il était plus facile et légitime d'attirer le mépris des lecteurs et lectrices à travers un trait physique plutôt que par une caractérisation de qualité. Le problème, c'est également qu'une même analyse puisse s'appliquer à presque la totalité des personnages décrits comme gros dans la saga, qu'ils soient positifs ou négatifs. Opter pour une dissociation entre l'apparence physique de Dudley et son antagonisation dans la série impliquerait forcément des choix scénaristiques ou de casting qui s'éloigneraient des livres originaux, parce que les deux éléments peuvent difficilement cohabiter sans produire de la grossophobie à coup sûr. Il n'y a pas de solution miracle pour conserver la scène où Hagrid donne à un Dudley gros une queue de cochon, tout en se débarrassant du sous-texte grossophobe. Peut-être qu'il serait intéressant de trouver d'autres manières de rendre Dudley ridicule, ou bien peut-être qu'il faut se poser la question de la pertinence de ridiculiser ainsi le personnage d'un enfant de 11 ans. Quoi qu'il en soit, la balle est dans le camp des scénaristes, qui ont champ libre pour essayer de faire de Dudley un personnage moins empreint de grossophobie, et ce dès les premières scènes. La représentation de la diversité à l'écran, c'est un enjeu important. Et elle doit se faire en tenant compte des enjeux liés à la grossophobie, mais sans être aveugle de ces problématiques. Et il ne restait plus que 4 personnes à trier. Thomas Dean, un garçon noir encore plus grand que Ron, rejoignit Harry à la table des Gryffondors. Cette phrase ne vous dit rien ? C'est normal, elle n'existe pas dans la version française du premier tome.
Elle n'existe pas non plus dans la version britannique ni dans la version allemande. En fait, elle n'a l'air d'apparaître que dans la version américaine du livre. Le fait que Dean soit noir est donc une information que certains lecteurs et lectrices dans le monde ont, mais pas tous, en fonction de la langue et l'édition dans laquelle ils lisent. Les coupures de paragraphes par les maisons d'édition sont courantes. Vous pouvez retrouver notamment notre article sur la différence entre les premières éditions françaises et les actuelles. Mais c'est à ma connaissance le seul personnage dont la description physique ait été coupée de l'édition britannique originale. Au début du processus de casting des films, le réalisateur Chris Columbus cherchait donc un garçon blanc pour interpréter le rôle de Dean, et c'est Rowling qui a dû lui préciser que Dean est noir. Il suffit d'une personne, en l'occurrence ici l'autrice, pour changer la couleur de peau d'un personnage. Parmi tous les élèves dormant dans le même dortoir que Harry, c'est Dean qui a le moins de paroles dans les films. Pourtant, son personnage est plus développé dans les livres que le rôle de Simus. Nous savons notamment qu'il aime le foot moldu et c'est bien dessiné. De plus, dans les brouillons initiaux de J.K. Rowling, Dean avait encore plus de caractéristiques non exploitées, comme beaucoup d'autres personnages, certes. Mais ayant peu de personnages noirs dans la saga, il serait intéressant d'apporter de la profondeur à Dean et le mettre plus en avant. Dans la même lignée de décision de casting qui repose sur la décision d'une seule personne, Lavande Brown n'a pas de description physique dans les livres. Le seul indice potentiel sur le physique de Lavande survient dans le 6e tome lorsque elle et Ron s'embrassent et que leurs corps sont tellement enlacés qu'il est difficile de dire à qui appartient quelle main. Ceci suggère que la carnation de Lavande se rapproche de celle de Ron, même s'il pourrait s'agir d'une simple figure de style pour décrire l'enchevêtrement de bras et de jambes que nous nous sommes tous imaginés. Ce tome n'ayant pas encore été publié à l'époque des premiers films, la directrice de casting avait casté Kathleen Colley, une jeune fille noire pour le rôle de Lavande. Kathleen sera remplacée par Jennifer Smith, une jeune fille également noire dans le 3e film, puis par Jessie Cave, une jeune femme blonde aux yeux bleus pour le 6e et 7e film. Ce changement d'actrice est-il lié à ce passage dans le livre ou au fait qu'elle ait plus d'importance ? Était-ce un choix délibéré de changer une actrice noire pour une actrice blanche ? Peut-être que Jennifer Smith, qui jouait Lavande en tant que figurante, n'avait pas la capacité d'assumer un rôle parlant. Mais pourquoi ne pas suivre la même lignée en reprenant une comédienne noire ? Sans bien sûr reprocher quoi que ce soit à Jessie Cave, qui nous a offert un portrait hilarant de Lavande. Cependant, ce passage n'est pas tant exploité que ça dans l'adaptation cinématographique et nous savons que Georgiana Leonidas, l'actrice qui incarne Katie Bell, a été considérée pour jouer le rôle de Lavande et sa carnation est déjà différente de celle de Rupert Grint. On ne peut alors que se demander si des comédiennes noires avaient été vues pour les auditions pour le rôle parlant de Lavande. Alan Rickman nous a offert une version de Rogue tellement marquante et appréciée qu'on pourrait avoir tendance à oublier que le choix de cet acteur, bien que soutenu par J.K. Rowling, a impliqué des changements assez drastiques par rapport au livre, notamment en ce qui concerne l'âge du personnage. Alan Rickman avait 54 ans lors du démarrage du tournage du premier film. Or, le Severus Rogue des livres n'a que 31 ans à ce moment de l'histoire. L'âge de l'acteur a impliqué de vieillir également tous les autres personnages de sa génération. James, Lily, Sirius, Remus et Peter, puisqu'il fallait conserver le fait qu'ils ont tous été à Poudlard ensemble. Revenir à une adaptation plus fidèle implique ainsi de se réhabituer à considérer Severus Rogue comme un trentenaire insupportablement maltraitant envers ses élèves et à l'humeur plus explosive que l'interprétation très impassible de Rickman. L'acteur Paapa Essiedu a été confirmé au casting du Maître des Potions. Une confirmation que la nouvelle adaptation reviendrait à un âge plus proche de celui des livres pour Rogue, puisque Essiedu est bien trentenaire. Mais si ce choix fait réagir, c'est qu'il fait du professeur Rogue un homme noir. Qu'est-ce qu'un tel choix implique pour le personnage ? Et pour les nouveaux sens que cette dimension peut ou pourrait apporter à ce qui est présent dans le texte ? Eh bien, à vrai dire, ça va grandement dépendre du reste du casting. Le jeune Severus a été victime de harcèlement de la part de James et Sirius. Si les maraudeurs restent incarnés par des jeunes acteurs blancs, cela risque d'ajouter une connotation raciste à la scène d'humiliation du pire souvenir de Rogue. Or, il serait très problématique d'implicitement faire passer ce type de message, car si James a un comportement de harceleur,
le contexte de cette scène dans le livre, à savoir l'insulte de sang de bourbe que Severus vient de lancer contre Lily et son alignement avec l'idéologie mange-mort, est incompatible avec un soupçon de motivation raciste derrière le geste de James. Le sujet d'un rogue noir deviendra ainsi problématique si il se trouve être le seul acteur noir dans le casting, et particulièrement dans le casting du corps professoral. Rappelons qu'il terrorise assez Neville pour être son épouvantard. Quel sous-entendu, même involontaire, apparaît dans ce contexte ? Un élève qui a peut-être été maltraité par cet enseignant, mais qui pourrait aussi être marqué par le fait d'avoir été élevé par une grand-mère probablement réactionnaire et pleine de préjugés. Avoir comme seul homme noir à l'écran un personnage au comportement aussi toxique que Rogue comporte le risque de conforter certains préjugés racistes. Et si on ajoute à ça son enfance dans une famille pauvre, qu'il était traité par Pétunia comme un marginal dont il faut se méfier, le sous-texte peut facilement glisser vers la stigmatisation raciale, en plus de la stigmatisation de classe présente dans le livre. Bref, si on doit tous s'habituer à ce que notre futur Rogue soit très différent d'Alan Rickman, y compris si l'objectif est de le rendre plus proche des livres, c'est un personnage très complexe et à traiter avec précaution dans la manière de le représenter, dans ses dimensions les plus détestables et les plus tragiques. Avec la série, les lecteurs et lectrices seront confrontés à une adaptation de personnages qui n'avaient pas encore été transposés à l'écran ou transposés d'une façon différente. Les fans des films découvriront des nouveautés qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, une écriture du personnage de Ginny Weasley plus proche des livres pourra surprendre les spectateurs n'ayant que la version apparaissant dans les films en tête. Car si Bonnie Wright n'a pas démérité, Steve Kloves ne lui a pas servi un rôle aussi énergique et flamboyant que la Ginny de papier. Pas besoin dans ce cas de réinventer ce personnage pour nous montrer une Ginny que nous n'avons jamais vue à l'écran. Et qui se souvient que Flitwick est un duelliste hors pair, un détail peu mis en valeur dans les livres même et complètement occulté dans les films, mais qui pourrait faire l'objet de scènes enthousiasmantes à l'écran. Qui incarnera Pive, les parents de Fleur, le professeur Beans, Charlie Weasley, le professeur Gobe-Blanche, Ludo Verpey, Marietta. Cette introduction de nouveaux personnages à l'écran peut être une opportunité pour en ajouter d'autres. Saviez-vous que dans les brouillons de J.K. Rowling, Hermione avait une sœur et Ron une cousine Serpentard ? Cette série sera une opportunité pour créer un monde magique encore plus grand et riche, avec des nouvelles créatures comme les Scrutapétards et les Vélades, mais aussi des lieux qui n'avaient pas encore été transposés à l'écran, comme Sainte-Mangouste, la cuisine de Poudlard ou la maison des Gaunt. Dans tous les cas, nous n'aurons pas les anciens acteurs, techniciens ni artistes qui étaient présents pour les films. Nous ne savons pas si Poudlard ressemblera au même Poudlard, si les graphistes des films Minalima vont travailler sur ce projet ou non, et des changements seront nécessaires afin de rendre cette nouvelle adaptation pertinente pour le public de 2026. Car s'il y a bien un objectif à cette série, c'est de s'adresser à la nouvelle génération. Alors, quel est votre ressenti à la fin de cette vidéo ? De l'enthousiasme à l'idée de découvrir de nouvelles interprétations de votre univers favori ? Peut-être un vague malaise à l'idée de voir quelque chose qui va forcément être différent des films auxquels vous êtes attaché ? Ou peut-être avez-vous décidé de ne pas regarder la série, par nostalgie des films, ou par conflit moral vis-à-vis des propos anti-trans de J.K. Rowling. Celle-ci a d'ailleurs annoncé en mai dernier sur X avoir créé un fonds privé destiné à financer des procédures juridiques contre les personnes transgenres. Il est important de rappeler que l'argent généré par chaque épisode regardé sur la plateforme HBO, chaque livre et produit Harry Potter neuf acheté, ira en partie dans ces projets anti-trans. Est-ce que, finalement, le devenir de la saga Harry Potter ne serait pas de notre responsabilité en tant que fan ? Pour plus d'actualités sur le monde magique, n'hésitez pas à consulter notre site, la Gazette du Sorcier. À bientôt!